Ton esprit est comme une vieille maison que tu continues d'habiter sans te rendre compte que certaines pièces sont infestées de moisissures, d'autres sont fermées à clé, et d'autres encore sont remplies d'échos qui ne sont pas les tiens. Tu as appris à vivre là, entre les ombres, les bruits étrangers et les murs qui craquent à chaque tentative de changement. Mais il arrive un moment où il ne s'agit plus de décorer le désastre, mais de démolir ce qui ne sert plus et de tout reconstruire depuis les fondations. Ce moment est maintenant, parce que ce que tu appelles aujourd'hui ta personnalité est souvent juste de la programmation, des discours internes qui ne sont pas les tiens, des habitudes que tu as apprises pour survivre, des croyances que tu répètes sans les remettre en question. Tu as été façonné par ton environnement, par des blessures, par des attentes, par la peur. Et ce moule mental te maintient à réagir de la même manière, à ressentir la même chose, à stagner au même endroit, même si tu essaies de tout pour avancer. Mais il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit assez fort. Tu peux te reprogrammer. Tu peux changer les plans de cette maison mentale, redessiner tes pensées, reconstruire ton attitude, pas avec des fantasmes vides ou des phrases mièvres pour te remonter le moral pendant 5 minutes. Cela se fait avec des outils réels, avec une philosophie qui ne rouille pas, avec la neuroscience qui soutient ce que les stoïciens savaient déjà il y a des siècles, avec une psychologie pratique qui ne caresse pas ton ego, mais qui te réveille. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent continuer à décorer leur cage. Elle est pour ceux qui veulent la briser, pour ceux qui sont prêts à cesser d'être leur propre obstacle, pour ceux qui veulent se réhabiter avec force, avec clarté, avec direction. Reprogrammer ton esprit n'est pas un luxe, c'est une urgence. Parce que tant que tu ne prends pas le contrôle de ce qui se passe en toi, tu seras l'esclave de ce qui se passe à l'extérieur. 1. Brise le sort des histoires qui te retiennent. Ton esprit est comme une scène où chaque jour la même pièce se répète, même personnage, même dialogue, même fin. Et le plus dangereux, c'est que tu ne sais plus que tu joues. Tu connais ton rôle par cœur, celui qui ne peut pas, celui qui doute, celui qui attend la permission, celui qui se cache derrière des excuses élégantes. Tu l'as tellement bien appris que tu le confonds avec ton identité. Mais ce que personne ne t'a expliqué, c'est que tu n'es pas le personnage. Tu es celui qui écrit le scénario. Et tu peux le changer. Tu peux effacer des phrases, déchirer des scènes entières et commencer à répéter un nouveau rôle, un où tu n'es pas spectateur de ta vie, mais protagoniste avec une voix ferme et un regard clair. Chaque histoire que tu te répètes sans questionner a du pouvoir sur toi. Le pouvoir de te limiter, le pouvoir de saboter tes décisions, tes relations, ton présent. Beaucoup de ces histoires sont nées dans des moments de douleur, d'échec ou de peur. Elles se sont installées dans ta tête comme une façon de t'expliquer ce qui t'arrivait, de te protéger. Mais ce qui t'a protégé une fois, t'enferme maintenant. Si tu ne les brises pas, tu continueras à jouer à partir d'un vieux scénario, écrit avec de l'encre étrangère, rempli de phrases qui sonnent comme une défaite. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à ce que tu vives anesthésié, elle cherche à ce que tu te réveilles, que tu te rendes compte que tu ne souffres pas de ce qui se passe, mais de ce que tu te dis quand ça se passe. Épictète l'a bien dit, ce qui te blesse n'est pas l'événement, c'est le jugement. Si tu interprètes chaque chute comme une punition, chaque rejet comme un échec, chaque silence comme une menace, alors le monde devient un champ de bataille interne où tu perds toujours. Mais si tu réécris l'histoire et décides que chaque chute est une leçon, chaque rejet une redirection et chaque silence un espace pour t'écouter, alors tu commences à reprendre le pouvoir sur ton esprit. Les neurosciences soutiennent cela avec force. Ton cerveau se façonne selon ce que tu répètes. Si tous les jours tu penses que tu ne peux pas, tu renforces ce réseau neuronal. Il devient plus rapide, plus automatique. Mais si tu t'entraînes à une nouvelle narration, ton cerveau commence à créer de nouveaux chemins. Tu te reconstruis littéralement de l'intérieur. Reprogrammer ton esprit n'est pas un acte magique, c'est un processus biologique, émotionnel et philosophique. Et cela commence par briser les histoires qui te retiennent. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour commencer.
Tu as juste besoin d'identifier une histoire qui te limite et de la défier. Demande-toi d'où elle vient, à qui elle servait, si elle est encore utile, si elle te représente aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, laisse-la tomber. Remplace-la par une version plus honnête, plus forte, plus à toi. Puis, répète-la, écris-la, vis-la, parce que l'esprit a besoin de preuves, il a besoin de cohérence. Il n'est pas convaincu par les mots, il est convaincu par l'action. Et non, ce ne sera pas facile. Briser l'ancien fait mal, réécrire est fatigant. Il y aura des jours où les anciennes lignes te trahiront, où tu sentiras que tu joues sans conviction. Mais c'est une partie du processus. Personne n'apprend un nouveau rôle du jour au lendemain. L'important est de ne pas abandonner. Parce que plus tu habites cette nouvelle histoire, plus elle deviendra réelle. Et quand tu t'y attendras le moins, tu ne joueras plus, tu vivras. 2. Coupe à la racine le sabotage qui te maintient dans l'immobilisme. Il y a une voix qui vit en toi, mais elle ne parle pas toujours avec ta vérité. Parfois, elle sonne comme un murmure déguisé en prudence, d'autres fois comme un avertissement qui semble te protéger, mais qui en réalité t'enferme. Cette voix est comme une liane qui a commencé à pousser dans le jardin de ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Au début, elle semblait inoffensive, voire utile, mais avec le temps, elle a recouvert tes décisions, tes plans, tes actions. Tu l'as laissée grandir parce qu'elle était familière, mais maintenant, elle t'a piégé. C'est ainsi que fonctionne l'autosabotage. Il ne se présente pas comme un ennemi, il se déguise en logique. Il te dit que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu pourrais échouer et que ce serait pire d'avoir essayé. Et tu le crois, parce que tu l'as entendu pendant des années. Tu t'habitues tellement à cette voix que tu la prends pour la tienne. Tu la répètes sans la remettre en question. Tu la défends même quand elle te détruit. Cette narration saboteuse est comme une racine pourrie qui contamine tout ce que tu essaies de construire. Tu peux avoir de grandes idées, des rêves clairs, de réels talents. Mais tant que cette racine reste vivante, tout s'affaiblit de l'intérieur. L'autosabotage n'est pas seulement une pensée négative, c'est une chaîne invisible qui te maintient dans l'immobilisme. Chaque fois que tu es sur le point d'avancer, elle s'active. Elle te distrait, te remplit de doutes, te convainc que tu es bien là où tu es. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que bouger fait peur. Le cerveau préfère le connu, même si ça fait mal. Et cette préférence pour le familier te maintient dans des cercles. La philosophie stoïcienne le rend clair. Marc Aurèle a écrit des centaines de réflexions, non pour se vanter, mais pour se rappeler ce que son esprit essayait d'oublier. Que le devoir est au-dessus de la peur, que l'action vaut plus que l'intention, que l'autodiscipline n'est pas négociable. Les stoïciens savaient que l'esprit, si tu ne le surveilles pas, devient faible. C'est pourquoi ils n'attendaient pas de se sentir motivés, ils agissaient avec conviction. Ils coupaient à la racine toute pensée qui les rendait moins capables. Et ils ne demandaient pas la permission de le faire, ils le faisaient simplement. En psychologie, il a été démontré que de nombreuses formes d'auto-sabotage naissent de la peur du changement, du jugement, de l'échec ou même du succès. Ce n'est pas que tu ne veux pas avancer, c'est que ton esprit ne se sent pas en sécurité en sortant de ce qu'il connaît. Alors il te protège. Mais cette protection te paralyse. Tu procrastines, tu repousses des décisions importantes, tu t'éloignes de ce qui te ferait grandir, et tu le fais en croyant que tu es censé, alors qu'en réalité, tu nourris ton immobilisme. Couper à la racine ce schéma nécessite une décision. Il ne s'agit pas de l'analyser 1000 fois, il s'agit de l'interrompre. Chaque fois que ton esprit dit « je ne peux pas », tu dois répondre par une action. Ne laisse pas cette phrase se compléter. Change la pensée, change la réponse, change le mouvement. Car c'est seulement ainsi que tu cesses d'être l'esclave de tes propres excuses. La répétition crée l'habitude. Et si tu as entraîné pendant des années une mentalité qui te sabote, tu peux aussi entraîner une mentalité qui te pousse. La clé est de ne pas céder un centimètre. Chaque fois que tu identifies ce schéma, arrête-le. N'attends pas le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas, il se construit. Et pour le construire, tu dois d'abord nettoyer le terrain.
arrache cette vieille racine qui contamine tes décisions. Parce que tant que tu ne le fais pas, tout ce que tu essaies de semer va pourrir. L'autosabotage ne se négocie pas, il s'élimine. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avancer, il s'agit de cesser d'être toi-même le plus grand obstacle sur ton chemin. 3. Plante des intentions fermes dans ton esprit chaque aube. Ton esprit au réveil est comme un champ ouvert. Il est encore humide de la rosée des rêves. Les traces de la journée n'ont pas encore foulé le sol. Les bruits de l'extérieur ne sont pas encore arrivés. Ce terrain attend un ordre, une graine, une direction. Et si tu ne plantes rien, d'autres le feront pour toi. Les réseaux, les nouvelles, le passé, tes blessures, tes tâches en attente, tous seront prêts à semer dans ta tête tout ce qu'ils trouvent. C'est pourquoi chaque matin n'est pas seulement le début d'un jour de plus, c'est une opportunité radicale de décider qui tu vas être. Et cela commence par planter une intention ferme. Pas une illusion, pas une fantaisie, mais une décision claire qui guide ton attitude, tes pensées et ton énergie. Ce que tu sèmes dans ton esprit au début de la journée se développe. Les neurosciences le confirment. Dans ces premières heures, ton cerveau est dans un état hautement réceptif. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu visualises a un impact beaucoup plus profond qu'à tout autre moment. Si tu te réveilles avec des plaintes, des urgences ou des pensées chaotiques, c'est ce que tu multiplies. Mais si tu choisis de planter un but, une concentration et une direction, tu reprogrammes ton système dès le départ. Tu ne laisses pas la vie te traîner. Tu prends la barre. Et cette petite habitude quotidienne, répétée avec constance, peut changer l'architecture complète de ta façon de vivre. Les stoïciens comprenaient cela sans avoir besoin d'études modernes. Marc Aurèle commençait ses journées par la réflexion. Sénèque écrivait qu'on devait se préparer mentalement à ce qui allait venir, non pas en tant que pessimiste, mais en tant que stratège, car celui qui n'anticipe pas réagit. Et celui qui ne fait que réagir est toujours en retard. C'est pourquoi planter des intentions fermes n'est pas répéter des phrases vides. C'est décider avec quel caractère tu vas affronter la journée. C'est regarder le jour dans les yeux avant qu'il ne te regarde. C'est te demander quel type de personne tu veux être aujourd'hui et agir comme si cette version habitait déjà en toi. Parce qu'elle le fait. Elle a juste besoin que tu l'appelles à l'avant. Une intention ferme ne signifie pas que tout sera parfait. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, tu as déjà choisi comment tu vas répondre. Il se peut que des obstacles, des frictions, des imprévus arrivent. Mais si tu as déjà semé la clarté au réveil, tu ne seras pas emporté par le chaos. Tu auras des racines, tu auras une base, tu auras une direction. Parce que l'esprit est comme une boussole. Si tu ne calibres pas son or chaque matin, n'importe quoi peut te désorienter. Et perdre le cap aujourd'hui signifie répéter les mêmes schémas, céder du terrain à ce que tu n'as pas choisi consciemment. Beaucoup vivent leurs jours comme s'ils étaient des accidents. Ils réagissent sans contrôle, courent sans sens, dorment épuisés et se réveillent de la même façon. Non pas parce qu'ils manquent de temps, mais parce qu'ils manquent d'intention. Une intention claire a plus de pouvoir que 1000 plans vagues, et elle se construit en silence, dans la première heure de la journée, lorsque tu peux encore décider avant que tout l'extérieur commence à t'influencer. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, juste de la présence, juste de la conviction, juste un moment avec toi-même où tu déclares ce que tu vas cultiver aujourd'hui. Cela peut être un mot, une phrase, une image mentale. L'important est que ce soit le tien, qu'il naisse de ta vérité, pas de tes peurs. Parce que celui qui plante une intention récolte un but, et celui qui a un but est déjà un pas en avant des autres. Alors demain, lorsque tu ouvriras les yeux, ne saute pas directement dans le bruit. Sème d'abord, plante fermement. Décide avec quelle attitude tu vas marcher. Parce que ce que tu cultives dans ton esprit à l'aube sera l'ombre qui t'accompagnera le reste de la journée. 4. Désarme les pièges mentaux qui te réduisent. Il y a un labyrinthe que nous parcourons tous, mais peu osent le regarder d'en haut.
À première vue, il semble que tu marches en liberté, que tu prends des décisions, que tu choisis le cap. Mais si tu observes clairement, tu te rends compte que tu finis toujours dans les mêmes couloirs. Tu reviens au point de départ, trébuchant sur les mêmes doutes, écoutant les mêmes échos, ressentant la même peur que tu pensais avoir surmontée. Ce labyrinthe n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Et ce n'est ni le destin ni les circonstances qui l'ont construit. Ce sont les pièges mentaux que tu as acceptés comme vérité qui l'ont érigé un à un. Ce ne sont pas des pièges évidents. Ils n'apparaissent pas avec des signaux d'alerte. Ce sont des pensées déguisées en prudence, des raisonnements qui sonnent logiques, des phrases que tu as apprises de quelqu'un d'autre et que tu répètes maintenant sans t'en rendre compte. Je ne suis pas si bon. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Je vais sûrement échouer. Tu te les dis comme si elles étaient des avertissements utiles, mais en réalité, ce sont des murs qui t'enferment. Et chaque fois que tu leur obéis, le labyrinthe devient plus étroit. Les stoïciens savaient qu'une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous l'interprétons. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et il n'avait pas tort. La plupart du temps, ce n'est pas la chute qui fait mal, c'est le jugement cruel que tu portes sur toi-même après être tombé. Ce n'est pas l'erreur qui te retient, c'est le sens que tu lui donnes. C'est le piège le plus dangereux, confondre tes pensées automatiques avec la vérité. En psychologie, ces pièges mentaux sont connus sous le nom de distorsion cognitive. Ce sont des erreurs dans la façon de penser qui limitent ta perception. Tu catastrophises, tu généralises, tu t'identifies à tes échecs. Et le plus grave, c'est que tu ne sais même pas que tu le fais. Ton esprit te convainc qu'il est objectif, alors qu'en réalité, il joue contre toi. Et si tu ne t'arrêtes pas pour le remettre en question, tu finiras par répéter une vie que tu n'as pas choisie. Désarmer ces pièges ne nécessite pas la perfection, mais le courage. Le courage d'interrompre le schéma, d'observer la pensée sans lui obéir, de dire « stop » quand cette voix dans ta tête essaie de te réduire à nouveau. Tu n'as pas besoin d'avoir la réponse parfaite, tu as juste besoin d'arrêter de croire tout ce que tu penses. Parce que toutes les pensées ne méritent pas ton attention, et toutes les peurs ne méritent pas ton respect. La première étape est de réaliser que tu es dans le labyrinthe. La deuxième est de commencer à escalader les murs. Comment? En questionnant. Qui a dit ça? Depuis quand le crois-tu? Est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te lie? Chaque fois que tu poses ces questions, tu retires du pouvoir au piège. Tu l'exposes, tu le désactives. Et même s'il revient, parce qu'il reviendra, il ne te domine plus. Parce que tu ne marches plus à l'aveugle. Tu n'es pas obligé de vivre dans une cage mentale simplement parce qu'elle est confortable. Et tu n'es pas condamné à obéir aux limites que quelqu'un d'autre t'a imposées. Tu peux être plus grand que tes pensées automatiques. Tu peux créer un espace entre ce que tu penses et ce que tu décides. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Personne ne le fera pour toi. Personne ne peut parcourir ce labyrinthe à ta place. Mais si tu choisis de l'affronter, si tu choisis de démonter chaque piège avec intention et courage, tu te rendras compte de quelque chose de puissant. Tu as toujours été plus grand que tout ce qui t'a fait te sentir petit. 5. Deviens ton meilleur allié, pas ton juge. Il y a des combats que personne ne voit, mais qui épuisent plus que n'importe quelle bataille extérieure. Ce sont les combats silencieux qui se déroulent dans ta tête, où tu deviens ton propre accusateur, ton bourreau et ta punition. C'est comme vivre dans une salle d'audience permanente, où chaque erreur devient une sentence, chaque émotion est examinée avec sévérité, et chaque faiblesse est utilisée comme preuve contre toi. L'ironie, c'est que ce tribunal interne n'est pas gouverné par la vérité, mais par l'insécurité, la comparaison, la culpabilité accumulée et les voix que tu as laissées vivre en toi. Tu n'es pas né avec ce juge. Tu l'as construit avec des expériences, des exigences, des déceptions. Tu as appris à te parler durement, croyant que c'était de la discipline, que pointer tes défauts te rendrait plus fort, que ne jamais te pardonner était une façon de ne pas répéter les erreurs. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'une façon de te déconnecter de toi-même, d'éroder ton estime de soi, de devenir ta propre menace.
et personne ne peut avancer avec assurance lorsqu'il est en guerre avec celui qu'il voit dans le miroir. Le stoïcisme enseigne que nous ne devrions pas nous punir pour ressentir, mais nous éduquer pour mieux agir. Sénèque parlait de l'importance de l'autocontrôle, oui, mais aussi de la compassion rationnelle. Pas cette compassion faible qui justifie tout, mais celle qui te permet d'apprendre sans te détruire, de te corriger sans te mépriser. Parce que pour grandir, tu n'as pas besoin d'un fouet, tu as besoin de conscience, tu as besoin de reconnaître tes erreurs, mais aussi d'honorer tes efforts. Tu as besoin de t'exiger, mais sans te briser. Tu as besoin de te traiter avec la même fermeté que tu utiliserais avec quelqu'un que tu aimes vraiment. La psychologie est claire. Le dialogue interne est l'un des facteurs les plus déterminants de la santé mentale, de l'estime de soi et de la motivation. La façon dont tu te parles non seulement reflète comment tu te sens, mais aussi façonne comment tu te comportes. Si ton esprit est rempli de jugement, de honte et de critiques constantes, tu n'auras pas de place pour le changement. Tu seras trop occupé à te défendre contre toi-même. En revanche, lorsque tu apprends à te parler comme un allié, tu retrouves de l'énergie, de la concentration, de la clarté. Et cela te permet d'agir à partir d'un lieu de pouvoir, non de punition. Être ton meilleur allié ne signifie pas éviter la vérité. Cela signifie être brutalement honnête avec toi-même, sans perdre le respect. Cela signifie que lorsque tu échoues, tu te le dis sans fioriture, mais aussi sans te détruire. Cela signifie que lorsque tu es fatigué, tu ne te traites pas de faible, mais tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Cela signifie que lorsque tu doutes, tu ne te ridiculises pas, mais tu t'ancres dans ce que tu as déjà accompli. C'est une forme de loyauté interne, de présence réelle, de discipline enracinée. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de motivation externe pour changer. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'arrêter d'être leur pire ennemi. Parce que tant que tu continueras à nourrir le juge en toi, chaque objectif deviendra un fardeau, chaque pas une bataille. Mais lorsque ce juge devient un guide, un compagnon, un témoin de ton évolution, tout change. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile pour la croissance. N'attends pas de te sentir prêt pour arrêter de t'attaquer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te traiter avec dignité. Commence par reconnaître chaque pensée qui te blesse. Ensuite, remplace-la par une qui te défie sans te détruire. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes vraiment. Parce que si tu n'es pas ton allié, personne d'autre ne pourra occuper ce lieu de manière authentique. 6. Transforme le « je ne peux pas » en un pont vers la croissance. Un mur n'a pas besoin d'être haut pour t'arrêter. Il a juste besoin que tu crois que tu ne peux pas le franchir. Le « je ne peux pas » fonctionne de la même manière. Il ne crie pas toujours. Parfois, il n'apparaît que comme un murmure déguisé en certitude. Il s'installe dans ta tête comme une barrière invisible qui te convainc que ce pas est trop grand, ce changement trop risqué, ce rêve trop lointain. Et le pire n'est pas que tu l'entendes, le pire est que tu y crois. Parce qu'à chaque fois que tu répètes « je ne peux pas », tu cèdes ton pouvoir, tu abandonnes tes possibilités, tu réduis ton identité. Mais ce mur n'est pas réel. C'est une construction mentale faite de peur, d'expériences mal interprétées et de manque de formation émotionnelle. La plupart du temps, le « je ne peux pas » ne signifie pas incapacité, il signifie ignorance. Cela signifie que tu ne sais pas encore comment, que tu ne l'as pas encore pratiqué, que tu n'as pas encore brisé les schémas qui te maintiennent au même endroit. Parce que si une chose est certaine, c'est que personne ne naît en sachant comment avancer. Tout s'apprend, tout se travaille, tout se transforme avec la pratique, la concentration et la décision. Les stoïciens ne parlaient pas de limites avec résignation, ils parlaient de responsabilité avec courage. Épictète, un esclave devenu philosophe, n'a jamais dit « je ne peux pas » face aux circonstances qui lui étaient imposées. Il a dit « cela est hors de mon contrôle, mais ma réaction ne l'est pas ». Et cette mentalité est celle qui transforme le « je ne peux pas » en un outil. Au lieu de l'utiliser comme une excuse, tu l'utilises comme un signal. Si tu ne peux pas aujourd'hui, alors tu t'entraînes. Si tu ne peux pas maintenant, alors tu apprends.
Si tu ne sais pas comment, alors tu demandes, parce que renoncer n'est jamais une option pour quelqu'un qui a décidé de grandir. Les neurosciences soutiennent cette vision. Ton cerveau s'adapte à ce que tu répètes. Si tu affirmes tous les jours que tu ne peux pas, tu entraînes ton esprit à abandonner avant même d'essayer. Tu renforces les circuits de la peur, du blocage, de la paralysie. Mais si tu commences à te parler différemment, si tu choisis de répondre par un « pas encore » au lieu d'un « je ne peux pas », tu reprogrammes ton système. Tu crées de nouvelles voies mentales qui te poussent vers l'avant au lieu de t'enfermer. Et non, il ne s'agit pas de te tromper. Il s'agit de faire de la place pour le possible, de remplacer le jugement par la curiosité, le doute par l'action, la plainte par l'apprentissage. Parce qu'à chaque fois que tu changes un « je ne peux pas » par une question, par un essai, par une tentative, tu construis un pont. Un pont qui relie ce qui semble aujourd'hui inatteignable à ce qui sera demain une partie de toi. Mais ce pont n'apparaît pas tout seul. Tu le construis, pas à pas, décision après décision, te poussant chaque jour un peu plus loin de ce que tu croyais être ta limite. Transformer cette pensée limitante n'est pas un exercice de motivation superficielle. C'est une stratégie de survie consciente. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne changes pas, tu vas vivre une vie plus petite que celle que tu pourrais vivre. Et le plus douloureux ne sera pas ce que tu n'as pas accompli, mais ce que tu n'as même pas essayé. Tu n'as pas besoin d'être invincible, tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, tu as besoin d'avoir le courage de continuer. Parce que celui qui continue apprend, et celui qui apprend peut. Alors la prochaine fois que tu entends en toi ce « je ne peux pas », ne l'accepte pas comme une vérité. Utilise-le comme une alarme, un signal que ton prochain niveau est juste là. Et alors réponds comme quelqu'un qui a déjà décidé de ne plus vivre sous ses propres excuses. Fais un pas, même si ton corps tremble, même si tu n'as pas toutes les réponses. Parce que ce pas, aussi petit soit-il, est le début d'une nouvelle version de toi. 7. Vide le sac à dos émotionnel que tu portes en silence. Porter des ressentiments, des culpabilités et des peurs n'est pas très différent de porter un sac à dos invisible qui, avec le temps, devient insupportable. Au début, tu le sens à peine. Tu peux avancer avec lui, voire courir si tu en as besoin. Mais chaque souvenir non résolu, chaque mot non dit, chaque douleur que tu décides de taire devient une pierre de plus. Et quand tu t'en rends compte, tu ne marches plus librement. Tu traînes le poids de tout ce que tu n'as pas lâché. La plupart des gens le font. La plupart sourient à l'extérieur et à l'intérieur sont épuisés, mais s'habituent à le porter parce qu'ils ne savent pas comment lâcher prise. Le piège est que tu crois que ce poids fait partie de toi, que c'est normal de vivre avec une tension constante, avec une angoisse dont tu ne sais pas d'où elle vient, avec une tristesse qui apparaît sans raison. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est que de l'accumulation. C'est juste ton corps et ton esprit qui te crient qu'il est temps de vider. Parce que personne ne peut avancer vers quelque chose de nouveau s'il est attaché à l'ancien. Personne ne peut être libre tant qu'il porte ce dont il n'a plus besoin. Le problème n'est pas ce qui s'est passé. Le problème est ce que tu continues à soutenir sans t'en rendre compte. La philosophie stoïcienne ne nie pas la douleur, elle la transforme. Marc Aurèle ne demandait pas une vie sans difficulté, il demandait la force de les traverser avec dignité. Il comprenait que les émotions non résolues ne se dissolvent pas, elles s'incrustent. Et que la seule façon de ne pas être esclave du passé est de l'affronter. Pas avec du drame, mais avec du courage. Pas avec du victimisme, mais avec de la responsabilité. Parce que c'est ce que demande la liberté intérieure. Assumer ce qui a été, en tirer des leçons et arrêter de le traîner. La psychologie le confirme. Les émotions qui ne s'expriment pas finissent par se transformer en symptômes physiques, en blocages mentaux, en comportements autodestructeurs. Ce qui n'est pas libéré se répète. Ce qui n'est pas nommé domine. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « je l'ai surmonté ». Si chaque nuit tu te couches avec des nœuds dans la poitrine et des pensées qui ne te laissent pas en paix. Lâcher prise n'est pas oublier. Lâcher prise, c'est accepter. C'est donner une place
à ce qui s'est passé, sans permettre que cela définisse qui tu es aujourd'hui. Vider ce sac à dos émotionnel nécessite une décision. Il faut faire une pause et regarder à l'intérieur, te demander ce que tu portes qui ne te sert plus. Qui continues-tu à blâmer? Quelle blessure continues-tu à éviter? Quel deuil n'as-tu jamais fermé? Non pas pour te vautrer dans le passé, mais pour le fermer fermement. Parce que chaque fois que tu le fais, tu récupères de l'espace intérieur. Et avec cet espace vient la clarté, vient la légèreté, vient le pouvoir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin d'être prêt à arrêter de porter ce qui te consume, à pardonner, même si l'autre ne s'excuse pas, à lâcher des attentes qui te frustrent, à libérer des versions de toi qui ne représentent plus ta vérité. Et oui, ça fera mal, parce que vider fait mal. Mais ça fait moins mal que de continuer à porter ce qui te brise en silence. Tu n'es pas obligé de vivre avec un fardeau émotionnel éternel, simplement parce que tu as grandi ainsi. Tu peux réécrire la façon dont tu choisis de ressentir, de traiter et de libérer. Tu peux faire du silence un lieu pour ordonner et pas pour cacher. Tu peux regarder ton histoire sans en faire ta prison. Et tu peux, une fois pour toutes, laisser ce sac à dos par terre, respirer plus profondément et avancer plus légèrement vers tout ce que tu mérites. 8. Respire dans le chaos et redessine ta clarté intérieure. Être en vie, c'est comme naviguer au milieu d'une tempête constante. Parfois, la mer est calme. Parfois, elle se déchaîne sans prévenir. Tu ne peux pas contrôler le vent, ni les vagues, ni les éclairs qui éclairent tes peurs les plus profondes. Mais tu peux apprendre à respirer dans le chaos. Tu peux transformer ta respiration en une ancre qui te connecte à ce qui est toujours avec toi, ton centre. Parce que lorsque le monde est en désordre, lorsque tout semble hors de place, lorsque les bruits de l'extérieur veulent te dévorer, seul celui qui sait revenir à lui-même trouve la clarté. Le problème n'est pas qu'il y a du chaos. Le problème est que tu penses que tu as besoin de tout contrôler pour être en paix. Mais la vraie paix ne vient pas de l'ordre extérieur. Elle vient d'un esprit entraîné. Un esprit qui ne se laisse pas emporter par chaque stimulus, qui ne réagit pas à chaque provocation, qui ne se perd pas dans des suppositions ou des peurs anticipées. Le chaos est partout. Il est dans les nouvelles, dans les changements inattendus, dans les pensées répétitives, dans les exigences de la vie moderne. Mais il peut aussi être calme si tu l'es. Parce que le vrai pouvoir n'est pas d'éteindre les tempêtes, mais de rester ferme à l'intérieur d'elles. Le stoïcisme est, en essence, un entraînement pour le chaos. Marc Aurèle écrivait pour ne pas se perdre dans ses émotions. Épictète enseignait que rien d'extérieur ne devrait te prendre ta paix, sauf si tu le permets. Non pas parce qu'ils étaient froids, mais parce qu'ils savaient que la souffrance constante naît du désir de contrôler l'incontrôlable, et que la clarté intérieure est une décision quotidienne, une pratique, une façon de vivre. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais d'apprendre à penser fort à l'intérieur de lui. La neuroscience démontre que la respiration consciente active des régions du cerveau associées au contrôle de soi, à l'attention et à la régulation émotionnelle. Au milieu du chaos, respirer profondément et consciemment n'est pas seulement une technique, c'est une affirmation. Je suis ici, je ne me suis pas perdu, je continue à choisir comment répondre. Parce que lorsque tu respires avec intention, tu interromps la réactivité automatique. Tu ouvres un espace entre le stimulus et ta réaction. Et dans cet espace, tu peux penser mieux, décider avec plus de clarté et agir avec plus de précision. Redessiner ta clarté intérieure n'implique pas d'avoir toutes les réponses. Cela implique de savoir faire silence au moment exact. Cela implique de t'arrêter avant d'exploser, de penser avant de parler, de te soutenir avant de t'effondrer. Cela signifie que, même si tout semble s'effondrer à l'extérieur, tu sais qu'il y a un endroit en toi qui ne se brise pas. Un espace interne qui ne dépend pas des circonstances, qui n'a pas besoin de garantie, qui existe simplement pour te rappeler qui tu es quand tout tremble. Respirer dans le chaos est un acte de pouvoir. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie.
Parce que lorsque les autres réagissent, tu observes. Lorsque les autres se perdent, tu te recueilles. Lorsque les autres crient, tu choisis le silence. Et ce silence n'est pas vide, c'est de la clarté, c'est une direction, c'est une force contenue qui attend le moment approprié pour agir. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui maîtrise son monde intérieur. Alors, n'attends pas que le chaos disparaisse. Il ne le fera pas. Mais tu peux t'entraîner pour qu'il cesse de te gouverner. Tu peux faire de chaque respiration un choix. Et tu peux, même au milieu du bruit, maintenir une clarté si ferme qu'aucune tempête ne peut l'éteindre. Certaines personnes n'ont pas besoin d'élever la voix pour manquer de respect. Elles le font avec un geste, avec le silence exact, avec un mot mal mesuré qui porte du poison déguisé en courtoisie. Elles te regardent comme si tu valais moins, t'interrompent comme si ta voix n'avait pas d'importance, te font sentir que tu es de trop. Et le plus dangereux n'est pas le mépris des autres, mais quand tu commences à y croire. Nous ne sommes pas ici pour apprendre à crier plus fort, ni pour nous transformer en martyrs d'une fausse paix. Nous sommes ici pour reprendre le contrôle de notre vie sans perdre la tête dans la tentative. Parce que faire face à des personnes qui ne te respectent pas ne se résout pas avec des scandales ou des vengeances. Cela se résout avec une fermeté intérieure, avec des limites qui n'ont pas besoin d'explication, avec un type de silence qui dérange plus que 1000 mots. Cette vidéo est un guide pour cultiver ce type de force qui ne s'achète ni ne s'imite. Une force qui naît lorsque tu décides de ne pas te trahir, même si le monde entier te pousse à le faire. Ici, tu ne trouveras pas de belles phrases pour supporter les mauvais traitements. Tu trouveras des outils réels pour garder ton calme, protéger ta dignité et agir avec pouvoir personnel au milieu du chaos. Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on te dit. Il s'agit de ce que tu permets. Et quand tu apprends à te maîtriser, à penser avant de réagir, à rester ferme même si tu trembles à l'intérieur, le respect que tu cherches commence enfin à arriver. D'abord de toi, ensuite des autres. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes continuent à franchir la ligne avec toi, la réponse est brutalement simple. Parce que tu ne l'as pas dessiné assez clairement. C'est le moment de le faire. Pas avec des cris, pas avec des explications, avec des actions, avec une nouvelle façon d'être dans le monde. Une qui ne supplie pas le respect, elle l'exige avec présence, avec tempérament et avec une vérité intérieure que tu n'es plus disposé à négocier. 1. Maîtrise ce que tu contrôles, lâche ce que tu ne contrôles pas. Ton esprit est comme une forteresse au milieu du désert. Dehors, le vent transporte le sable, les cris, les insultes, les provocations. Des gens qui te pointent du doigt, qui lancent des pierres en attendant une réaction, qui touchent tes blessures juste pour voir si tu saignes encore. Mais à l'intérieur de ces murs, tu décides de ce qui entre et de ce qui n'entre pas. Tu décides si tu ouvres les portes ou si tu maintiens la paix qui règne à l'intérieur. Le problème est que souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons la porte ouverte. Nous laissons n'importe qui entrer, nous perturber, nous dicter notre valeur ou la façon dont nous devrions réagir. Nous remettons le contrôle de notre esprit à des personnes qui ne méritent pas une seconde de notre attention. Quand quelqu'un te manque de respect, la première chose qui s'active n'est pas ta logique, c'est ton émotion. Ton sang bout, ton corps se tend. Ton esprit s'obscurcit. Tu sens que tu as besoin de répondre, de te défendre, de prouver quelque chose. Mais c'est là que le stoïcisme nous pose la question la plus dure et la plus nécessaire. Qu'est-ce qui est vraiment sous ton contrôle? Parce que si ce que fait l'autre personne ne dépend pas de toi, mais ce que tu penses, dis et fais si, alors tu sais où doit être ton énergie. Maîtriser ce que tu contrôles ne signifie pas rester silencieux face à l'injustice. Cela signifie savoir quand et comment répondre, sans te perdre dans le processus. Cela signifie utiliser ton esprit comme un bouclier et ta dignité comme une épée. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Parce que réagir avec colère ne te met qu'au niveau de celui qui t'agresse. Et ce dont tu as besoin, c'est de t'élever, pas de te traîner.
Ton autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas de la répression, c'est de la direction. Le respect ne se gagne pas en réagissant impulsivement. Il se gagne quand tu apprends à te gouverner même au milieu de la tempête. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la reddition, c'est de la sagesse. Parce que souvent, le besoin de contrôler les autres est un signe que tu ne te contrôles pas toi-même. Ça te fait mal que quelqu'un t'ignore, te traite avec mépris, te provoque sans raison. Et bien sûr que ça fait mal. Mais rester coincé là-dedans, c'est permettre à l'extérieur de décider de ton état intérieur. Et c'est là que tu perds. Chaque fois que tu discutes avec quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, mais à avoir le pouvoir, tu donnes le tien. Chaque fois que tu réponds pour avoir le dernier mot, tu perds la bataille la plus importante, celle qui se livre en toi. Le respect qui compte vraiment n'est pas celui que tu arrives à arracher aux autres, mais celui que tu te donnes quand tu choisis de ne pas réagir comme ils l'attendent. Quand tu peux respirer profondément, regarder calmement et te dire « Cela ne dépend pas de moi, je ne vais pas me laisser couler pour cela ». C'est à ce moment-là que commence ta véritable force, non pas dans le bruit, mais dans le calme que tu choisis de maintenir. Parce que ce que tu contrôles, c'est ton attitude, ta réaction, ton approche, et c'est plus que suffisant pour protéger ta paix intérieure. Tu n'es pas ici pour contrôler tout le monde. Tu es ici pour être maître de toi-même. Si quelqu'un ne te respecte pas, ne te laisse pas entraîner à son niveau. Prends cette énergie et transforme-la en fermeté, en dignité silencieuse, en clarté. Ne lutte pas pour contrôler ce que tu ne peux pas. Lutte pour ne pas perdre le contrôle de toi-même. C'est là que commence le véritable respect. 2. Choisis le défi, pas le confort. Vivre dans le confort, c'est comme marcher toujours en rond dans une pièce au mur doux. Rien ne te frappe, rien ne te demande, mais rien ne change non plus. Là, dans cet espace rembourré, ta force s'endort, ton caractère s'oxyde. Et sans t'en rendre compte, tu deviens incapable de faire face à l'inconfort qui vient lorsque tu décides de te tenir debout face à quelqu'un qui ne te respecte pas. Parce que oui, c'est difficile à faire. C'est difficile de dire ce que tu penses, de fixer des limites, de regarder dans les yeux celui qui te rabaisse et de rester ferme sans hésiter. Mais c'est encore plus difficile de continuer à baisser la tête. C'est encore plus difficile de continuer à avaler en silence ce qui devrait être dit avec fermeté. Le défi n'est pas quelque chose d'externe, c'est un choix interne. C'est cette voix qui te dit « Je sais que tu pourrais rester silencieux. Je sais que ce serait plus facile de faire semblant que rien ne s'est passé, mais tu n'es pas né pour être le paillasson de personne. » Et alors, la peur apparaît, déguisée en prudence. Elle te dit qu'il vaut mieux ne rien dire, ne pas faire de problème, que ça passera. Mais ça ne passe pas, ça s'accumule. Chaque fois que tu choisis le confort d'éviter le conflit, quelqu'un d'autre prend le contrôle de ta dignité. Le stoïcisme ne promeut pas une vie sans émotion ni conflit. Il promeut une vie avec du courage, avec cette force qui ne crie pas, mais qui ne se cache pas non plus, avec cette détermination qui sait quand parler et quand se taire, non par lâcheté, mais par stratégie. Choisir le défi signifie prendre des décisions difficiles, ne pas répondre par des cris, mais par la présence, ne pas attaquer, mais rester debout, même quand tout en toi veut fuir. Et cela nécessite de l'entraînement, du caractère, une volonté qui ne se forge pas quand tout est calme, mais quand le monde te demande de te rendre et que tu décides d'avancer quand même. Le confort veut que tu sois docile, que tu ne déranges pas, que tu t'adaptes. Mais si quelqu'un te traite mal et que tu ne fais rien, tu le permets. Et si tu le permets une fois, tu le répètes. Et si tu le répètes, cela devient une partie de ta vie. Ce que tu ne confrontes pas à temps devient la façon dont les autres pensent qu'ils peuvent te traiter. Et la seule façon de briser cela est de choisir ce qui est difficile, ce qui est inconfortable, ce qui demande du courage. Tu vas perdre des choses. Tu peux perdre l'approbation, des relations superficielles, l'image d'être toujours le calme, celui qui ne cause pas de problème. Mais ce que tu vas gagner est beaucoup plus précieux, le respect, la force, la clarté.
Parce que le défi n'est pas seulement de te confronter aux autres, c'est de te confronter à toi-même, à tes peurs, à tes doutes, à cette partie de toi qui préfère être acceptée plutôt qu'être libre. Chaque fois que tu choisis le défi, tu deviens plus toi, plus ferme, plus conscient, plus inarrêtable. Tu t'habitues à ressentir l'inconfort sans fuir, à parler avec fermeté sans culpabilité, à marcher avec le dos droit, même si tout tremble en toi. Et cette pratique constante de choisir ce qui est difficile est ce qui transforme ton caractère. Tu n'as pas besoin de devenir une personne agressive ou froide. Tu as juste besoin d'arrêter de te contenter. Parce qu'au moment où tu décides de ne plus tolérer le manque de respect, même si cela implique de déranger les autres, tu commences à récupérer le respect le plus important, le tien. 3. Brise l'addiction à l'approbation externe. Chercher l'approbation est comme boire de l'eau salée en plein désert. Plus tu en bois, plus tu as soif. Et plus tu essaies de plaire à tout le monde, plus tu te vides de l'intérieur. Peu importe combien de compliments tu reçois, si tu es enchaîné à l'opinion des autres, tu vivras dans la peur constante de la perdre. Tu seras un otage de la validation externe et cela te rendra vulnérable, manipulable, facile à briser avec un simple regard de désapprobation ou une critique malveillante. La racine de beaucoup de respect perdu réside dans cette addiction silencieuse. Tu veux qu'on te respecte, mais tu ne veux pas déranger. Tu veux poser des limites, mais tu as peur qu'on arrête de t'aimer. Tu veux défendre ta dignité, mais tu préfères qu'on continue à te voir comme quelqu'un d'agréable, quelqu'un de facile à traiter, quelqu'un qui ne cause pas de problème. Mais le vrai respect ne se construit jamais sur le besoin de plaire à tout le monde. Le respect naît lorsque tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es. Le stoïcisme t'enseigne que l'opinion des autres n'est pas la tienne, ne t'appartient pas et tu ne peux pas la contrôler. Si quelqu'un t'admire, tant mieux. Si quelqu'un te méprise, c'est aussi bien. Parce qu'aucune de ces choses ne définit ta vraie valeur. La seule chose qui est entre tes mains est comment tu te regardes quand personne ne te regarde. Ce que tu penses de toi quand il n'y a pas d'applaudissements, ni d'approbation, ni de reconnaissance. C'est la base. Si tu ne l'as pas clair, tu vivras à la merci du jugement des autres, et chaque geste de mépris te fera mal comme un coup de poignard. Briser cette addiction ne signifie pas devenir indifférent à tout. Cela signifie arrêter d'en avoir besoin pour te sentir complet. Cela signifie commencer à construire une identité qui ne change pas avec le climat émotionnel des autres. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et tu ne devrais pas. Parce que souvent, le respect que tu perds à l'extérieur est proportionnel au respect que tu ne te donnes pas à l'intérieur. Si tu acceptes les moqueries, les humiliations ou l'indifférence juste pour maintenir une fausse harmonie, tu te dis à toi-même que c'est ce que tu mérites, et cela, tôt ou tard, finit par te briser. Un esprit fort se construit lorsque tu apprends à être en désaccord sans te sentir coupable, quand tu peux dire ce que tu penses, même si ce n'est pas ce que l'autre veut entendre. Quand tu sais que ta vérité peut déranger, mais que tu décides quand même de la soutenir. Parce que si tu cèdes ton authenticité pour t'intégrer, tu perds la seule chose qui vaut vraiment, ton intégrité. Tu vas rencontrer des gens qui seront contrariés parce que tu as cessé d'être complaisant. Qui te regarderont avec mépris parce que tu ne fais plus ce qu'ils attendent. Qui s'éloigneront parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler émotionnellement. Et c'est bien. Tu n'es pas ici pour nourrir l'ego des autres. Tu es ici pour retrouver ta valeur, pour prendre des décisions à partir de la conscience, pas de la peur, pour vivre avec la tranquillité de savoir que tu n'as pas besoin de plaire pour mériter le respect. L'addiction à l'approbation est brisée lorsque tu décides que ta voix a de la valeur, même si elle reste seule. Quand tu comprends que ta présence est suffisante, même si elle ne reçoit pas d'applaudissements. Quand tu découvres que ce dont tu as le plus besoin n'est pas d'être accepté, mais d'être authentique. Et cela, quand il est maintenu avec fermeté, finit par être le plus respecté de tout. 4. Prépare-toi mentalement au pire. Un pilote n'attend pas que le ciel s'assombrisse pour apprendre à voler entre les orages. Il s'entraîne avant, quand tout est calme, quand il n'y a pas de turbulence. Parce qu'il sait que le véritable danger n'est pas le vent,
mais le fait de ne pas être préparé à l'affronter. Il en va de même pour toi. Affronter des personnes qui ne te respectent pas ne sera pas toujours doux, ni juste, ni logique. Et si tu ne te prépares qu'à l'idéal, la réalité te détruira quand elle arrivera. Le respect ne se maintient pas avec des illusions. Il se construit avec une préparation mentale pour ce qui pourrait mal tourner. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est d'attendre que les autres agissent avec maturité, qu'ils comprennent, qu'ils s'excusent, qu'ils changent si tu leur parles avec honnêteté. Mais la réalité ne s'aligne pas toujours sur tes attentes. Et plus tu dépends d'une bonne réaction externe pour garder ton calme, plus ta stabilité sera fragile. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne à anticiper mentalement le pire. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour être prêt. Pour que rien ne te surprenne, pour que si quelqu'un te crie dessus, t'ignore, te trahit ou te manque de respect, tu ne perdes pas le contrôle. Parce que tu l'avais déjà envisagé. Tu avais déjà entraîné ton esprit pour cela. Se préparer mentalement n'est pas être pessimiste, c'est être conscient que tout le monde n'a pas ton niveau de conscience, ta capacité de dialogue, ni tes principes. Certaines personnes ne respectent pas, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais simplement parce qu'elles ne savent pas le faire. Et si tu ne te prépares pas à leur indifférence, à leur froideur ou à leur mépris, tu réagiras à partir de la blessure, pas de la clarté. Tu répondras avec des impulsions plutôt qu'avec des décisions, et c'est là que tu perds. Quand tu anticipes le pire, quelque chose en toi se renforce. Il te retire l'élément de surprise. Il te donne une marge pour choisir comment agir lorsque les choses deviennent difficiles. Tu n'idéalises pas. Tu ne te fais pas d'illusions. Tu ne remets pas ta paix à la possibilité que les autres fassent ce qui est juste. Tu te prépares à ce qu'ils ne le fassent pas, et malgré tout, tu choisis d'agir avec dignité. Parce que ce qui définit ta force n'est pas comment tu te comportes quand tout va bien, mais comment tu te tiens quand tout semble se briser. Cela fait aussi partie du respect de soi. Être prêt pour l'inconfort, l'injustice, la douleur. Et non seulement le résister, mais l'affronter avec un esprit clair. Avec le corps tendu si nécessaire, mais avec l'esprit ferme. Quand tu te prépares mentalement pour le pire, tu deviens inébranlable, parce que tu ne réagis plus avec surprise ni avec désespoir. Tu n'as plus besoin que l'autre soit juste pour que tu gardes ton centre. Ce n'est pas une faiblesse d'attendre une mauvaise réponse, c'est une force d'avoir un plan pour ce que tu ne peux pas contrôler. Si quelqu'un se moque de toi, s'il te confronte, s'il te pousse à la limite, tu ne tombes plus aussi facilement. Tu ne donnes plus ton équilibre pour une attaque inattendue. Tu le vois venir. Et tu choisis. Parce que lorsque tu entraînes ton esprit pour le pire n'a plus de pouvoir sur toi. C'est le genre de respect que personne ne peut te prendre. Celui qui est construit de l'intérieur, avec prévoyance, avec contrôle, avec un esprit qui a déjà traversé la tempête avant qu'il ne commence à pleuvoir. Tu n'es pas ici pour que tout se passe bien. Tu es ici pour être prêt même quand ce n'est pas le cas. 5. Définis ton succès selon tes propres valeurs. Vivre selon les attentes des autres, c'est comme courir une course avec les chaussures de quelqu'un d'autre. Tu avances peut-être, mais chaque pas fait mal, chaque mouvement t'éloigne de toi-même, et à la fin, même si tu franchis la ligne d'arrivée, tu ne ressens pas la victoire, seulement l'épuisement. C'est ce qui se passe lorsque tu mesures ta valeur à l'aune des autres. Quand tu acceptes comme succès ce que le monde applaudit, même si quelque chose se brise en toi. Et cette erreur a des conséquences invisibles. Tu finis par tolérer des manques de respect pour ne pas paraître faible. Tu cèdes ton authenticité pour t'intégrer. Tu tais ta voix parce que tu crains que être toi-même ne soit pas suffisant. Si tu ne définis pas ton succès, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et quand cela arrive, tu vis piégé dans une quête éternelle de validation. Tu te juges pour ne pas avoir ce que les autres ont, pour ne pas être accepté par certaines personnes, pour ne pas atteindre ce que le système social considère comme correct. Et sous cette pression silencieuse, tu deviens plus vulnérable. Parce que lorsque tu n'as pas clair qui tu es, ni ce qui compte vraiment pour toi, toute critique te brise, tout rejet te fait douter, tout geste de mépris te semble une sentence.
La force intérieure commence lorsque tu cesses de vivre selon des normes étrangères et que tu construis les tiennes. Le stoïcisme enseigne que le véritable succès ne se mesure pas en reconnaissance, mais en cohérence. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu peux soutenir dans le silence de ta conscience. As-tu agi avec vertu? As-tu été fidèle à tes valeurs? As-tu défendu ta dignité même lorsque personne ne regardait? Alors c'est ça le succès. Même s'ils n'applaudissent pas, même s'ils te critiquent, même si tu te retrouves seul. Parce que lorsque tu vis selon ce qui est juste pour toi, tu retrouves ton pouvoir. Tu n'as plus besoin de supplier le respect, parce que tu l'émanes de ta conviction. Définir ton propre succès te protège aussi. Il te donne de la clarté au milieu du jugement externe. Il te permet de voir calmement que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, ni de répondre à chaque manque de respect avec désespoir. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, et tu n'es pas prêt à négocier ton intégrité juste pour t'intégrer. Cette sécurité désarme celui qui cherche à te provoquer. Elle irrite celui qui veut te manipuler. Elle déstabilise celui qui espérait te trouver faible. Beaucoup de ceux qui te manquent de respect le font parce qu'ils perçoivent une faille. Ils remarquent que leur approbation t'importe, que tu cherches encore l'acceptation, que ton identité dépend de ce qu'ils disent ou pensent. Mais quand tu as déjà défini ta valeur de l'intérieur, il n'y a plus de points faibles à exploiter. Tu peux les écouter sans absorber, tu peux les voir sans réagir, tu peux continuer à marcher sans te laisser piéger dans leur jeu. Parce que leur mépris n'a pas de place dans un esprit qui a déjà décidé de son chemin. Et oui, ça va coûter. Parce que vivre selon tes valeurs va parfois te mettre en opposition avec ceux qui ne les partagent pas. Parfois, on te traitera d'arrogant, de froid, de difficile. Mais c'est le prix à payer pour vivre avec authenticité. Et chaque pas en vaut la peine, parce qu'à la fin de la journée, tu ne te couches pas avec les applaudissements ni avec les opinions. Tu te couches avec toi-même. Et si ce toi est en paix avec tes décisions, alors tu as gagné. Ne laisse pas quelqu'un qui ne vit pas ta vie te dire comment tu devrais la vivre. Le vrai succès n'est pas de crier plus fort, c'est de marcher avec assurance, même quand tout le monde doute de toi. Et quand tu apprends à le faire, le respect n'est plus quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose que tu attires sans le demander. 6. Marche avec la peur, mais ne t'arrête pas. La peur est comme une ombre qui marche toujours derrière toi. Peu importe à quelle distance tu cours ou combien tu sembles courageux, elle sera toujours là. Mais une ombre ne peut pas te toucher. Elle ne te paralyse que si tu t'arrêtes pour la regarder trop longtemps. C'est ainsi que fonctionne la peur lorsque tu fais face à des personnes qui ne te respectent pas. Ce n'est pas la peur du conflit qui te freine le plus, mais la peur des conséquences. Perdre des relations, rester seul, être jugé, ne pas être aimé. Et quand cette peur dirige tes décisions, tu commences à reculer au lieu d'avancer. Tu arrêtes de parler, d'agir, de te défendre. Tu te tais, tu cèdes, tu te dissous. Le stoïcisme n'enseigne pas à éliminer la peur, il enseigne à marcher avec elle sans lui obéir. Il enseigne que tu n'as pas besoin de te sentir fort pour agir avec force. Il enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la détermination au milieu du tremblement. Si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu resteras coincé dans la passivité. Tu te justifieras avec l'idée que ce n'est pas le moment, que ça ne vaut pas la peine maintenant, que peut-être plus tard. Mais le moment ne semblera jamais parfait. Parce que faire face à quelqu'un qui t'a fait te sentir petit ne sera jamais confortable. Ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, c'est de bouger malgré cette peur. Prends ce malaise et transforme-le en feu. Ressens le tremblement et dis quand même ce que tu as à dire. Pas à partir de la colère, mais à partir du centre, de cet endroit intérieur où tu sais que te taire serait pire, où tu comprends que tu n'avances pas par orgueil, mais par respect pour toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu laisses la peur gagner, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Avancer avec la peur signifie aussi prendre des décisions difficiles. Sortir de relations où il n'y a pas de respect, parler à des personnes que tu préférerais éviter, poser des limites que tu sais ne seront pas bien accueillies. Mais si tu ne le fais pas, tu stagnes. Et quand tu stagnes, le manque de respect se normalise.
Il devient une partie de ta vie quotidienne. Il ne surprend plus, il ne dérange plus, il ne fait plus mal. Et c'est dangereux. Parce que s'habituer à ce qu'on te manque de respect est la forme de reddition la plus silencieuse. C'est pourquoi il est important de se rappeler que la peur n'est pas l'ennemi. L'inaction l'est. La peur n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Si tu crois chaque histoire de désastre qu'elle te raconte. Si tu lui donnes autorité sur tes pas. Mais si tu l'écoutes, la reconnais et avance quand même, alors la peur commence à perdre de sa force. Elle commence à devenir un témoin, pas un maître. Et c'est à ce moment-là que tu commences vraiment à récupérer ton pouvoir personnel. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu n'as pas besoin de te sentir invincible pour parler. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment exact pour te tenir debout. Tu as juste besoin de décider que tu ne vas plus tolérer l'intolérable. Que la peur peut venir avec toi, mais qu'elle ne va pas prendre le volant. Parce que ce chemin de respect de soi, de dignité, de limite, ne se parcourt pas sans peur. On le traverse à travers elle. Avancer avec la peur te change. Il te rend plus courageux, plus éveillé, plus conscient. Et même si ta voix tremble, même si tes mains transpirent, même si tu sens que tu es sur le point de te briser, tu avances. Et chaque pas que tu fais dans cette direction t'éloigne de la faiblesse et te rapproche d'une version de toi qui ne demande plus le respect, mais l'incarne. 7. Fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. L'intégrité est comme une racine qui pousse dans l'obscurité. On ne la voit pas, on ne l'applaudit pas, mais elle soutient tout ce que tu es. Tu peux construire une image solide à l'extérieur, tu peux prétendre être fort, tu peux contrôler ton langage, ta posture et même ton regard. Mais si au fond de toi tu sais que tu n'agis pas avec vérité, cette racine s'affaiblit. Et quand la vie te demande de la fermeté, tu vas tomber. Parce qu'il n'y a pas de force plus fragile que celle qui dépend d'être vue pour exister. Faire ce qui est juste quand tout le monde regarde est facile. Ce qui est difficile, c'est d'agir avec droiture quand personne ne va le reconnaître, quand le seul regard qui t'observe est le tien. C'est là que se mesure la véritable force, parce que c'est là que tu décides si tu vas te taire quand tu devrais parler, si tu vas permettre un manque de respect par commodité, ou si tu vas te tenir avec dignité, même si tu n'obtiens pas d'applaudissements pour cela. La plupart des gens qui te manquent de respect ne le font pas seulement par méchanceté, ils le font parce qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire sans conséquence, parce qu'ils ont testé tes limites avant et n'ont trouvé aucune résistance, parce qu'ils ont supposé que ton silence est faiblesse et non stratégie. Mais chaque fois que tu agis avec fermeté sans besoin de témoins, chaque fois que tu te choisis sans attendre de reconnaissance, tu entraînes ton caractère dans l'ombre. Et quand viendra le moment de briller, tu n'auras pas besoin de prétendre quoi que ce soit. Tu seras déjà ce que d'autres essaient à peine de paraître. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être cohérent. Que ce que tu penses, dis et fais s'aligne, même si personne ne le remarque. Que le respect commence par ta relation avec toi-même, parce que si tu te permets de te trahir en privé, peu à peu tu le feras aussi en public. Si tu tolères de petites offenses contre ta dignité en silence, ces offenses grandiront jusqu'à devenir normales. Et quand tu t'en rendras compte, tu auras tellement souvent franchi tes propres limites que tu ne sauras plus où elles étaient. Fais ce qui est juste même si personne ne l'applaudit, parce que la seule personne qui doit te respecter tous les jours, c'est toi. Peu importe si on te traite d'exagéré, de sensible, de difficile. Peu importe si on pense que tu es orgueilleux pour ne pas permettre certains traitements. Ce qui compte, c'est que tu puisses te tenir sans honte devant ta propre conscience. Que lorsque tu te couches la nuit, tu ne regrettes pas de t'être laissé tomber juste pour maintenir la paix avec quelqu'un qui ne valorise même pas ta présence. Le respect commence dans l'invisible, dans ces petites décisions qui n'ont pas de spectateurs. Dans ce moment où tu décides de ne pas répondre avec haine, bien que tu le pourrais, dans cet instant où tu choisis de t'éloigner, bien que tu aies tout à fait le droit de rester, dans ce choix constant d'agir avec fermeté et non en réaction. C'est cela l'intégrité, c'est cela le caractère.
C'est cela qui fait la différence entre quelqu'un qui prétend être fort et quelqu'un qui l'est vraiment. Tu n'as pas besoin de témoins pour être grand. Tu n'as pas besoin d'approbation pour être ferme. Tu as juste besoin de décider que tes valeurs ne sont pas négociables, même dans le silence, même dans la solitude. Parce que quand tu fais ce qui est juste sans que personne ne le voie, c'est là que tu deviens le plus fort. Non pas parce que les autres le reconnaissent, mais parce que tu le sais, et cela suffit. 8. Sois fidèle à toi-même, même lorsque le monde te demande de te trahir. Être toi dans un monde qui te pousse à prétendre est comme essayer de maintenir une flamme allumée au milieu d'une tempête. Le vent arrive fort, froid, insistant, voulant éteindre ce qui reste de ton feu intérieur. On te dit comment tu devrais parler, comment tu devrais t'habiller, ce que tu devrais tolérer, qui tu devrais pardonner, comment tu devrais réagir. On te pousse, on te mesure, on te conditionne. Et si tu n'es pas ferme, tu commences à te plier, à taire ce qui te brûle à l'intérieur, à permettre ce qui fait mal juste pour ne pas perdre la prétendue stabilité d'un environnement qui ne te respecte pas, mais que tu crains de déranger. La trahison la plus douloureuse n'est pas celle qui vient des autres. C'est celle que tu commets contre toi-même chaque fois que tu choisis de plaire plutôt que d'être authentique. Chaque fois que tu prétends aller bien pour que les autres ne soient pas dérangés. Chaque fois que tu restes dans un lieu qui t'éteint, dans une relation qui te minimise, dans une dynamique où l'on s'attend à ce que tu te taises alors que tout en toi crie. Et tu le fais parce que tu as peur de perdre. Mais ce que tu perds en te trahissant est bien plus grave que toute perte externe. Tu perds le respect de toi-même, tu perds la paix, tu perds la clarté de qui tu es. Le stoïcisme t'apprend à agir selon la vertu, non pas l'applaudissement. À te tenir sur ce que tu crois, non pas sur ce qui est pratique. À construire une vie que tu peux regarder en face sans honte. Et cela nécessite de la loyauté. Non pas à un idéal externe, mais à toi. À ce que tu sais être correct, à ce que ta conscience ne te permet pas d'ignorer, à ce qui fait mal, mais est vrai. Parce que lorsque tu es fidèle à toi-même, même si cela signifie être jugé, critiqué ou exclu, tu deviens fort à partir d'un lieu qui ne peut pas être feint. Le monde va toujours t'offrir des chemins plus faciles si tu es prêt à lâcher des parties de toi. Il va t'inviter à te taire pour maintenir des relations, à céder pour éviter des conflits, à dissimuler ta douleur pour ne pas déranger. Mais chaque fois que tu acceptes ces conditions, tu t'éloignes un peu plus de toi. Et il arrive un moment où tu ne sais plus si tu vis ta vie ou la version domestiquée que les autres ont construite pour toi. Être fidèle à toi-même ne signifie pas te fermer au changement, ni te durcir face à tout. Cela signifie t'écouter avec une brutalité honnête, savoir quand tu cèdes par sagesse et quand tu le fais par peur. Cela signifie choisir ta paix au-dessus de l'acceptation. Et oui, il se peut qu'en le faisant, tu perdes des liens, il se peut que tu cesses de t'intégrer, mais tu vas aussi retrouver une force que personne ne peut te donner de l'extérieur, la certitude que tu vis selon ta vérité. Cette loyauté est celle qui impose le respect sans avoir besoin de mots. C'est celle qui fait réfléchir les autres à 2 fois avant de franchir tes limites. C'est celle qui transforme ta présence en un message clair. Avec moi, non. Non pas par fierté, non pas par hostilité, mais parce que tu t'es choisi. Parce que tu sais ce que tu vaux et que tu n'es plus prêt à te mettre en vente pour maintenir une fausse paix. Tu n'es pas ici pour être la version acceptable de toi. Tu es ici pour être toi, entier, ferme, sans excuse. Et quand le monde te demandera de te trahir pour être en paix avec les autres, souviens-toi de ceci. Il n'y a pas de guerre pire que celle que tu vis contre ta conscience, pour ne pas t'être défendu quand tu en avais le plus besoin. Tu n'as pas besoin que les mots t'enlacent, tu as besoin qu'ils te secouent, parce que tu as déjà eu assez de compréhension, assez de réconfort, assez d'attente. Ce qui te détruit n'est pas le monde, ni ton passé, ni ce que les autres t'ont fait. C'est ce que tu permets, c'est ce que tu décides. C'est la façon dont tu abandonnes ton pouvoir chaque fois que tu choisis le confort plutôt que le courage. La vérité est la suivante. Le plus grand ennemi que tu vas affronter ne vit pas à l'extérieur, il vit en toi. Il a ton visage, ta voix, tes peurs. Et si tu ne le détruis pas, il va te couler.
avec chaque excuse, avec chaque pensée faible, avec chaque « je commence demain » que tu répètes pendant que la vie te glisse entre les doigts. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent une motivation éphémère. Elle est pour ceux qui sont prêts à prendre les choses en main, pour regarder dans le miroir sans anesthésie et se dire « assez ». Assez de retarder ta force, assez de saboter ta propre évolution, assez de vivre à moitié. Le stoïcisme n'est pas venu te dire que tout ira bien. Il est venu te rappeler que tout dépend de toi, que si ton esprit est faible, tout dans ta vie le sera, que si tu ne maîtrises pas tes impulsions, elles te dévoreront, que si tu ne prends pas la barre, le chaos le fera pour toi. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, il s'agit de devenir si fort que la douleur ne t'arrête pas. Il ne s'agit pas de feindre le contrôle, il s'agit de le construire au quotidien, avec des actions dures, des décisions inconfortables, une discipline qui n'a pas besoin de témoins. Ceci est un entraînement de guerre, contre tes peurs, contre tes habitudes destructrices, contre la version brisée de toi qui te garde enchaîné. Et personne ne le fera pour toi, personne ne viendra te sauver. Personne ne te forcera à te lever. Soit tu le fais, soit tu continues à couler. Ce qui vient n'est pas facile, c'est inconfortable, exigeant, impitoyable. Mais c'est le prix de la liberté, le prix de la force, le prix pour devenir quelqu'un qui ne se trahit plus. Si tu es prêt pour cela, alors commençons. 1. Reste avec toi jusqu'à ce que le silence te renforce. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est comme une tempête qui éclate à l'intérieur de la poitrine, un mélange de pensées, de blessures, de doutes et de vieilles voix qui ne te laissent pas en paix. Tu es là, mais tu n'es pas avec toi. Tu es en fuite, tu te remplis de distractions, de personnes, d'occupations sans sens, comme si plus tu bougeais, moins tu devais écouter ce qui se passe en toi. Comme si le silence était l'ennemi, alors qu'en réalité, c'est le terrain d'entraînement où ton pouvoir est forgé. Le stoïcisme ne t'offre pas de refuge. Il t'offre le feu. Il ne te dit pas de fuir la douleur. Il te dit de t'asseoir avec elle, de la regarder dans les yeux et d'apprendre à comprendre ce que tu évites vraiment. La plupart des gens ne veulent pas rester seuls parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver dans leur propre silence. Mais si tu n'es pas capable d'être avec toi-même, si tu as besoin d'être constamment diverti, validé ou entouré, alors tu ne t'appartiens pas. Et si tu ne t'appartiens pas, n'importe qui peut te prendre. Rester avec toi-même ne signifie pas tomber dans l'isolement ni vivre comme un martyr. Cela signifie arrêter de fuir de toi-même. Cela signifie écouter sans peur ce que tu évites. Cela signifie que tu restes quand les autres partent, que tu ne t'abandonnes pas quand tu te brises, que tu apprends à soutenir ta propre obscurité sans la cacher. C'est ce qui te renforce. Pas ce que tu postes, pas ce que tu prétends, pas ce que les autres pensent de toi. Ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce que tu décides quand tu es seul avec tes pensées. Ce que tu te dis quand le monde se tait et qu'il ne reste que ta vérité. Dans le silence, tu découvres si tu es fort ou si tu es simplement déguisé. Tu découvres si ton esprit t'appartient ou si tu es dominé par lui. C'est là que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, ni de la comparaison, ni du masque. Tu as juste besoin de présence. Tu as juste besoin de courage pour t'asseoir avec toi-même et ne pas bouger même si ça fait mal. Personne ne devient fort en fuyant. Personne ne se transforme en évitant le conflit interne. Le respect ne se construit pas à travers la distraction. Il se construit dans le silence, où tu dois te confronter à ce que tu es, à ce que tu as fait, à ce que tu penses dans l'obscurité. Et si tu tiens assez longtemps, si tu ne cours pas quand ton esprit commence à trembler, alors quelque chose en toi change. Tu deviens plus stable, plus clair, plus conscient. Tu te rends compte que le silence ne te détruit plus, il t'élève. Parce qu'il n'est plus un châtiment, c'est un test que tu as réussi. Le véritable respect commence là, à ce moment précis où tu pourrais t'échapper et tu ne le fais pas. Où tu pourrais te remplir de bruit, mais tu décides de rester.
où tu pourrais chercher à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur, mais au lieu de cela, tu décides de le construire toi-même. C'est ça le vrai pouvoir. Et ce pouvoir ne s'active que lorsque tu arrêtes de courir. Quand tu respires profondément et dis « je reste », même si ça fait mal, même si ça brûle, même si je n'ai pas toutes les réponses. Reste avec toi jusqu'à ce que le silence te renforce. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire, parce que c'est là qu'un esprit ferme, une volonté inébranlable et une personne qui n'a plus besoin que le monde lui donne la permission d'être forte naissent. 2. Cherche la difficulté et transforme-la en ton entraînement quotidien. Si chaque jour tu te lèves en cherchant la facilité, alors chaque jour tu renonces à ta force. Parce que la facilité ne construit pas le caractère. La facilité t'endort, te rend lent, faible, dépendant. Et chaque fois que tu choisis le confort, tu fais clairement savoir que tu n'es pas prêt à payer le prix de la grandeur. Tant que tu continueras à fuir l'inconfort, tu resteras la propriété de tes excuses. La plupart des gens veulent des résultats sans effort, veulent de la discipline sans sacrifice, veulent du caractère sans douleur. Mais la vérité est brutale et simple. Sans pression, il n'y a pas de croissance. Sans effort, il n'y a pas de respect. Sans affronter ce qui est inconfortable, tu restes la même version fragile qui se cache derrière des excuses et qui abandonne dès que quelque chose fait un peu plus mal que prévu. Le stoïcisme ne te demande pas de souffrir pour souffrir. Il te demande de former ton âme dans la douleur parce que c'est là que se trouve ta chance de briser tes limites. Chaque fois que tu choisis la difficulté, tu envoies un message à ton esprit. Ici, c'est moi qui commande, pas mes impulsions, pas ma peur, pas ma paresse. Moi, celui qui se lève tôt quand le corps demande à dormir, celui qui dit non quand tout le monde dit oui, celui qui fait face au rejet, à la critique, à l'échec, parce qu'il sait que chaque coup le rend plus affûté, parce qu'il sait que le véritable entraînement se trouve dans le quotidien, dans le fait de faire ce que tu ne veux pas faire, dans le fait de résister à ce que les autres évitent, dans le fait d'agir même si le monde dit que ce n'est pas nécessaire. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela s'entraîne, tous les jours, à chaque décision, à chaque habitude, à chaque moment où le confort te murmure de baisser la garde. C'est là que tu décides si tu vas te renforcer ou continuer à répéter la même histoire encore et encore. Parce que la difficulté ne disparaît pas. La difficulté devient une partie de ta routine, une partie de ton caractère, une partie de ton identité. Et quand cela se produit, tu ne fuis plus. Tu cherches le défi, tu le relèves, tu le traverses. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin que les choses soient faciles, parce que tu ne vis plus pour la facilité. Tu vis pour être fort. Le respect qui compte ne vient pas des autres. Il vient de toi quand tu te vois choisir ce qui te fait mal, parce que tu sais que cela te fait grandir. Quand tu t'entraînes sans envie, quand tu apprends sans distraction, quand tu parles avec vérité, même si cela dérange, quand tu n'attends pas des conditions idéales pour agir, c'est là que tu te forges. C'est là que tu cesses d'être un de plus et que tu deviens quelqu'un qui t'appartient. Fais de la difficulté ton champ de bataille quotidien. Fais-en partie de ta façon d'exister. Ne te demande pas si tu aimes, demande-toi si cela te renforce, parce que le but n'est pas d'être à l'aise, c'est d'être préparé. Parce que lorsque les vraies tempêtes viendront, tu seras déjà entraîné. Parce que pendant que les autres tremblent, tu auras déjà fait de l'adversité une habitude. Pendant que les autres cherchent des excuses, tu auras déjà la peau dure, l'esprit concentré et la volonté intacte. N'aie pas peur de la difficulté, intègre-la. Ne la rejette pas, transforme-la en routine. Ne la subis pas, conquiers-la. Chaque acte inconfortable que tu fais aujourd'hui est une victoire sur le moi faible que tu étais hier, et c'est le seul progrès qui compte. Fais-le difficile, fais-le tous les jours, et quand tu te demanderas si cela en vaut la peine, regarde-toi en face, et souviens-toi que tu n'es pas venu pour être à l'aise, tu es venu pour être imbattable. 3. Nettoie ton esprit de ce qui affaiblit ton caractère. Tu ne peux pas construire une forteresse mentale en vivant entouré de ruines. Chaque pensée que tu tolères sans questionner devient une brique mal posée.
Et ces briques défectueuses sont celles qui finissent par faire s'effondrer tes décisions, ton focus, ton respect de toi-même. Peu importe à quel point tu es discipliné dans ta routine, si ton esprit continue de porter des décombres. Parce que ce qui te retient n'est pas toujours ce qui te manque, mais ce que tu n'as pas encore nettoyé. Le premier acte de respect envers toi-même est de vérifier ce que tu nourris quotidiennement dans ton esprit. Si tout ce que tu consommes sont des plaintes, des comparaisons, des drames d'autrui et des pensées défaitistes, alors tu ne peux pas espérer de clarté, ni de force, ni de maîtrise de toi. Ton esprit est un champ de bataille, et tu décides si tu permets à l'ennemi de s'installer confortablement ou si tu l'expulses sans pitié. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de penser positivement, il s'agit de penser avec direction, avec intention, avec pouvoir. Les stoïciens l'ont compris. Ils savaient que ce que tu penses détermine ce que tu fais et ce que tu fais définit qui tu es. C'est pourquoi ils ne laissaient pas n'importe quelle idée entrer dans leur conscience. Ils filtraient l'inutile, le nuisible, l'inutile. Parce qu'ils savaient qu'un esprit contaminé produit des actions faibles. Si tu te répètes que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, que tu échoues toujours, alors c'est ce que tu vas vivre. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que tu as choisi de le croire. Et ce que tu crois façonne ta réalité plus que toute autre circonstance externe. Ton caractère ne se forme pas seulement avec ce que tu fais, mais avec ce que tu décides de penser quand personne ne te voit. Te parles-tu comme quelqu'un qui se respecte ou comme quelqu'un qui se sabote? Te rappelles-tu ce que tu es capable de faire ou te chaînes-tu au passé encore et encore? Chaque pensée est une graine. Et si tu sèmes la misère, tu récolteras la misère. Mais si tu choisis des pensées de responsabilité, de clarté, de focus, alors le bruit se tait et ce qui reste est la direction. Le nettoyage mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu ne peux pas construire une volonté forte sur un esprit faible. Tu ne peux pas dominer ton environnement si tu ne domines pas ce qui se passe en toi. Et tu ne peux pas attendre le respect de personne si tu permets toi-même des pensées qui te manquent de respect chaque jour. L'ennemi le plus silencieux n'est pas celui qui crie, c'est celui qui murmure dans ta tête des choses comme « tu ne pourras pas ». Mieux vaut ne pas essayer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Expulse-le, sans pitié, sans négocier. Commence par observer. Chaque pensée qui t'affaiblit, note-la, brise-la, questionne-la, remplace-la. Et ensuite, décide avec quoi tu nourriras ton esprit. Des livres qui te défient, des idées qui te poussent, du silence qui t'ordonne. Plus de déchets émotionnels, plus d'histoires brisées qui se répètent. Tu n'as plus de place pour ça. Ce que tu laisses dans ton esprit grandit. Assure-toi que ce qui grandit te renforce. Nettoie ton esprit comme tu nettoies un lieu sacré, parce que c'est le cas. Parce que c'est là que commence ton changement. Et si tu ne fais pas ce nettoyage, tu finiras par être l'esclave de pensées que tu n'as jamais choisies, mais que tu as permises. Détruis chaque idée qui t'affaiblit, réécris ton récit, et deviens le genre de personne dont l'esprit est si clair, si fort, si impénétrable, que même le chaos le plus violent ne parvient pas à briser son centre. 4. Traite ton corps comme le temple où réside ta volonté. Le corps n'est pas un ornement, c'est un champ d'entraînement. C'est l'endroit où ta discipline devient visible, où tes décisions prennent forme, où se reflètent si tu te respectes ou si tu te laisses mourir lentement. Il ne s'agit pas d'esthétique ni de vanité, il s'agit de contrôle, de présence, de maîtrise. Celui qui néglige son corps néglige son esprit. Et celui qui néglige les deux a déjà abandonné même s'il prétend encore lutter. Ta volonté ne flotte pas dans l'air, elle vit dans ton corps. Chaque fois que tu choisis l'excès, la paresse, l'abandon physique, tu affaiblis également ton caractère. Le stoïcien n'idolâtre pas le corps, il l'honore. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la force, car il sait qu'un corps faible rend l'esprit plus fragile, que le manque d'énergie devient une excuse, que la douleur est mieux supportée quand tu l'as déjà entraînée auparavant. Si tu ne peux pas maîtriser tes habitudes les plus basiques, alors tu ne peux pas non plus maîtriser ton destin.
Le corps est le reflet le plus brutal de ce que tu as permis. Il ne ment pas. Si tu le traites comme une poubelle, tu le ressens. Si tu le forces, tu le renforces. Il ne s'agit pas de vivre obsédé, mais de vivre éveillé. Éveillé à ce que tu manges, à comment tu bouges, à combien tu te reposes, à comment tu fais face à l'inconfort physique. Car tu ne peux pas parler de respect de soi si tu es celui qui se fait le plus de mal par ton manque de soins. Et ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question d'identité. C'est une force interne projetée, car l'effort physique constant construit quelque chose de plus que du muscle. Il construit l'endurance, entraîne la douleur, génère la concentration, brise la paresse. C'est pourquoi les stoïciens s'entraînaient avec discipline, s'exposaient au froid, à la fatigue, à l'inconfort. Car ils savaient que celui qui peut supporter le feu du corps peut résister aux incendies de la vie. Chaque entraînement, chaque choix conscient, chaque repas qui n'était pas une échappatoire, chaque matin où tu ne cèdes pas à l'impulsion de rester couché, tout cela sculpte ton caractère. Tu es en train de sculpter non seulement ta forme physique, mais aussi ton niveau d'engagement envers toi-même. Et cela se voit dans ta façon de marcher, de parler, de faire face à la journée. Car le respect n'est pas seulement ce que tu exiges, c'est ce que tu projettes. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Tu as besoin de choisir de prendre soin de toi-même quand personne ne t'applaudit, quand personne ne le remarque, quand tout en toi veut revenir au désordre. C'est là que la différence se fait. Au moment où tu pourrais céder, mais tu ne le fais pas. À l'instant où le confort t'appelle et tu réponds avec discipline. Traiter ton corps comme un temple n'est pas une belle métaphore, c'est une décision quotidienne, c'est comprendre que c'est là que réside ton énergie, ta résistance, ta capacité à répondre au monde. C'est une déclaration silencieuse que tu te respectes assez pour prendre soin de toi, que ton corps n'est ni une prison, ni une excuse, mais un outil sacré au service de ta volonté. Et si tu l'abandonnes, tu abandonnes aussi une partie de toi. Mais si tu l'entraînes, si tu le renforces, si tu le nourris, alors tu deviens quelqu'un de difficile à briser. Car lorsque ton corps est préparé, ton esprit se sent en sécurité. Et lorsque les deux sont alignés, il n'y a pas de chaos externe qui puisse te renverser. 5. Rends-le inconfortable jusqu'à ce qu'il cède à ta constance. Plus tu le repousses, plus il a de pouvoir sur toi. C'est la règle avec l'inconfort. Ce que tu évites devient plus grand, plus menaçant, plus dominant. Mais ce que tu affrontes encore et encore finit par céder. C'est pourquoi, au lieu de fuir, tu dois faire de l'inconfort une partie de ton entraînement. Non pas comme une punition, mais comme une stratégie. Parce que si tu peux vivre dans l'inconfort sans te briser, alors rien ne peut t'arrêter. Le problème est qu'on t'a habitué à penser que l'inconfort est un signe de danger, alors qu'il est souvent simplement un signe de croissance. On t'a appris à chercher des chemins doux, rapides, prévisibles. Mais rien de précieux n'y naît. Tout ce qui transforme vraiment exige de la résistance. Il exige une présence quand ça fait mal, il exige un engagement quand ça fatigue, il exige une mentalité qui ne négocie pas avec la paresse ou l'excuse, mais qui s'impose à elle tous les jours. Le stoïcisme ne promeut pas la torture, il promeut la force. Et la force ne se construit qu'en contact avec ce qui est inconfortable. Tu ne peux pas entraîner ton caractère sans affronter ce qui te serre de l'intérieur, sans tolérer la tension émotionnelle, la fatigue physique, le vide de la reconnaissance, le rejet, l'ennui, la répétition. Tout cela façonne quelque chose que tu ne peux pas voir, mais qui commence à se faire remarquer avec le temps, une volonté qui ne cède devant rien. Ta constance est ton arme la plus redoutée, parce qu'elle ne s'achète pas, elle ne se transmet pas, elle ne se prête pas. Elle se construit au moment précis où tu pourrais t'arrêter et tu ne t'arrêtes pas. Elle se définit ces jours où ton corps te crie d'arrêter et tu réponds par un pas de plus. Peu importe si c'est lent, peu importe si c'est petit, ce qui compte, c'est que c'est le tien et que tu l'as fait même quand c'était inconfortable. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui sera une partie de ta routine demain.
La douleur cesse de faire mal quand tu la traverses avec conscience. Le froid cesse de paralyser quand tu apprends à respirer à l'intérieur de lui. L'inconfort devient un terrain familier quand tu arrêtes de le traiter comme un ennemi. Et alors quelque chose se passe que personne ne peut te prendre. Tu deviens résistant. Non pas par chance, mais par répétition. La constance n'est pas de la motivation. C'est une décision soutenue. C'est entraîner ton corps et ton esprit à ne pas avoir besoin d'être inspiré. C'est continuer à faire ce qu'il faut faire quand la dernière chose que tu veux, c'est le faire. C'est te lever de la même manière, bouger de la même manière, avancer de la même manière. Et dans ce processus, l'inconfort se brise, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas te vaincre, parce que tu n'as plus peur de lui, parce que tu t'es adapté à sa présence jusqu'à ce qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Rends-le inconfortable volontairement, non pas pour souffrir, mais pour t'entraîner, pour élargir tes limites, pour que lorsque la vie réelle te lance quelque chose de plus dur, tu sois déjà préparé. Parce que si tu peux vivre avec discipline dans l'inconfort, tu peux résister à n'importe quelle tempête. La constance ne cède pas. L'inconfort, oui, mais seulement face à celui qui reste assez longtemps pour le dompter. Et si tu y arrives, si l'inconfort ne te sort plus du jeu, si tu peux vivre avec lui sans perdre le contrôle, alors tu as déjà gagné. Parce que cela te rend dangereux, inarrêtable, ferme. Capable d'avancer dans des conditions qui détruiraient n'importe qui, a encore besoin de se sentir à l'aise pour agir. 6. Agisse, même si tu n'as pas envie. C'est cela la discipline. Attendre d'avoir envie est la recette parfaite pour une vie médiocre. Parce que l'envie va et vient, et si ton action dépend d'elle, tu vas rester bloqué. Tu vas te décevoir les jours difficiles. Tu vas inventer des excuses quand la motivation disparaît et tu vas commencer 1000 fois sans terminer quoi que ce soit. L'envie n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas fiable. On ne construit pas un caractère en fonction des humeurs, on le construit en agissant même quand tout en toi veut abandonner. La discipline est la décision d'avancer sans demander la permission au corps ni à l'esprit. C'est l'instinct entraîné qui répond quand il le faut, pas quand il est pratique. Et cela ne se réalise pas avec de belles phrases ou des impulsions momentanées. Elle se forge avec la répétition, le sacrifice, la capacité de faire ce que tu dois, même si tu n'en as pas envie, même si ça fait mal, même si personne ne le remarque. Parce que ce type d'action est ce qui sépare ceux qui essaient de ceux qui réussissent. Le stoïcisme te le dit sans détour. Agis conformément aux devoirs, non conformément aux émotions. Parce que les émotions sont intenses, mais passagères. Aujourd'hui, tu es motivé, demain tu es brisé, après-demain tu es distrait. Si tout dépend de comment tu te sens, alors tu n'auras jamais le contrôle. Ce qui transforme vraiment ta vie n'est pas ce que tu fais quand tu es inspiré, c'est ce que tu fais quand tu ne l'es pas. Lève-toi quand même. Bouge quand même. Respecte ce que tu as promis, même s'il n'y a pas d'énergie. Même si l'environnement n'aide pas, même si rien ne semble changer. C'est là que la plupart s'arrêtent, et c'est précisément là que tu dois pousser. Parce que chaque fois que tu agis sans envie, tu sculptes une nouvelle identité. Tu tues la version faible de toi-même qui a besoin de conditions parfaites pour agir, et tu construis quelqu'un qui ne négocie pas avec la paresse ou le drame interne. La discipline n'est pas de la froideur, c'est le respect de tes propres décisions. C'est comprendre que si tu as déjà fait un choix, tu n'as pas à le débattre tous les jours. L'émotion ne décide pas, la volonté décide. Et quand tu apprends à agir par volonté, tu ne te sabotes plus avec des phrases comme « je ne me sens pas prêt »,« aujourd'hui je ne suis pas au mieux »,« mieux vaut demain ». Demain ne te sauvera pas. Le moment est maintenant, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as, au milieu de la fatigue, au milieu du chaos, au milieu de la résistance. Il ne s'agit pas non plus d'être un robot. Il s'agit d'être maître de toi-même, de pouvoir observer la paresse, l'insécurité, la fatigue, et malgré tout faire ce que tu as dit que tu ferais. Cela fait de toi quelqu'un de fiable, de solide, de respectable. Non pas avec des mots, mais avec des actes. Et ces actes s'accumulent.
Ils deviennent une confiance réelle, une estime de soi construite, des résultats visibles, parce que rien ne renforce plus que d'agir sans dépendre de l'impulsion. Fais-le sans envie, jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi, jusqu'à ce que ton corps comprenne qu'il ne s'agit pas de vouloir, il s'agit d'obéir à ta volonté, jusqu'à ce que ton esprit cesse de se plaindre parce qu'il a appris qu'il n'a pas de voix quand l'engagement est pris. C'est la base d'une vie forte, d'une routine solide, d'un respect interne qui ne vacille pas, parce qu'au final, ce qui te transforme n'est pas le désir, c'est l'action, encore et encore, même si tu ne te sens pas prêt, même si tu n'es pas inspiré, même si personne ne le voit. C'est ça la discipline, et c'est ça qui te rend invincible. 7. Respire dans le présent et brise le cycle de l'anxiété. L'esprit anxieux vit piégé dans un temps qui n'existe pas. Il anticipe tout, invente des tragédies, construit des problèmes avant qu'ils ne se produisent. Il se nourrit du « et si » constant, de l'attente incontrôlée, de la peur déguisée en planification. Et dans cette anticipation démesurée, il s'étouffe. Parce que ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, c'est ce que tu crois qui va se passer. Ce qui te consume n'est pas le présent, c'est tout ce que ta tête fabrique sur l'avenir. L'anxiété n'est pas vaincue en désirant le calme, elle est vaincue en reprenant le contrôle. Et la première étape pour y parvenir est de revenir au seul endroit où tu as du pouvoir, ici, maintenant, ce moment, ce corps, cette respiration. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le résultat qui n'existe pas encore, juste cet instant. Les stoïciens le savaient, c'est pourquoi ils insistaient sur la clarté du présent, parce qu'ils comprenaient que se soucier de ce qui ne dépend pas de toi est une forme lente d'autodestruction. Quand tu respires profondément, tu ne fais pas du yoga bon marché, tu reprends le contrôle. Tu rappelles à ton esprit qui est aux commandes. Tu éteins l'incendie mental pour écouter clairement ce qui compte vraiment. Et ce qui compte n'est pas les 1000 variables que tu ne peux pas contrôler, mais ce que tu décides de faire avec ce que tu as entre les mains. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'entraîner à ne pas te laisser emporter. L'anxiété est un voleur silencieux. Elle te vole de l'énergie, de la concentration, de la présence, du plaisir, de l'action. Et souvent, tu lui ouvres la porte sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu t'accroches au contrôle, chaque fois que tu te punis pour ce qui n'a pas marché, chaque scénario imaginaire que tu répètes dans ta tête comme si cela pouvait l'empêcher de se produire. Mais tu ne résous rien. Tu ne fais que t'intoxiquer avec ce que tu ne peux pas gérer. Respirer dans le présent est un acte de rébellion. C'est refuser de continuer à nourrir cette voix qui court sans direction. C'est s'arrêter, observer, se reconnecter avec ce qui est sous ton contrôle. Ton attitude, ta décision, ton focus. C'est réaliser que plus tu es ici, moins le chaos mental a de pouvoir. Et plus tu t'entraînes à être présent, plus tu deviens antifragile. Parce que l'anxiété se nourrit de l'avenir, mais meurt dans le présent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. C'est construire l'habitude de revenir à toi, de questionner la tempête intérieure, de respirer fort et de te dire « c'est ce que j'ai, c'est ce que je peux faire » et cela suffit. Parce que tu n'as pas besoin de garantie, tu as besoin de force. Parce que tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin d'agir avec ce que tu sais maintenant. Cela te redonne le contrôle. Cela brise le cycle. Arrête de vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Vis dans la conscience de ce qui se passe déjà. Et affronte-le avec clarté, avec fermeté, avec détermination. Ne fuis plus dans ta tête. Sors de là et reviens au présent. Respire, ajuste, réponds. Parce que si tu peux maîtriser ce moment, tu peux maîtriser ta vie. 8. Déclare-toi responsable de tout ce que tu es et fais. Il n'y a pas de véritable transformation sans responsabilité totale. Tant que tu continues à blâmer ton passé, tes parents, tes circonstances ou ceux qui t'ont déçu, tu resteras lié. Parce que blâmer te donne du réconfort, mais te retire du pouvoir.
Cela t'enferme dans la narration de la victime, te fait espérer qu'un changement vienne de l'extérieur, te transforme en spectateur d'une vie que seul toi devrais diriger. Le jour où tu te rends entièrement responsable de ce que tu es, ce jour-là commence ta véritable liberté. Tu n'es pas obligé de répéter ton histoire, mais tu es responsable de ce que tu en fais.